Bonjour, bienvenue dans l'épisode pilote de Widen Podcast. Widen Podcast, c'est un tout nouveau podcast destiné aux entreprises et aux managers qui sont prêts à franchir des caps importants, voire décisifs dans leur vie professionnelle. Widen, pour rappel, c'est donc une entreprise spécialisée en management de transition. Et pour cet épisode pilote, j'ai le plaisir d'interviewer Benoît Durand-Isnès, qui est le président de Widen, mais aussi vice-président de la Fédération des acteurs du management de transition. Et aujourd'hui, on a voulu faire un peu fort, on a voulu s'interroger sur ce que représentait l'âge pivot, parce qu'on en parle tant en ce moment avec les sujets de la retraite. Donc Benoît, l'âge pivot, cette notion-là, qu'est-ce que ça vous évoque ? Bonjour Cécile, merci de m'avoir convié à cette première interview. L'âge pivot, on en entend beaucoup parler aujourd'hui autour de toute la problématique des retraites. Nous, notre sujet chez Widen, c'est pas les retraites. Néanmoins, on constate et on évolue dans un domaine où les personnes avec qui on travaille ont entre 45 et justement la retraite, et on va dire 60-65 en fonction de ce qu'il en ressortira des discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et donc c'est cette tranche de population qui nous intéresse. Et ce qu'on constate, c'est que dans le parcours d'un actif, en l'occurrence chez nous un cadre supérieur ou un dirigeant, y a un âge pivot qui est, on estime aux alentours aujourd'hui de 45 ans, il y a peut-être une dizaine d'années c'était un peu plus, où votre carrière va se transformer, puisque toute la première partie de carrière, quand vous avez fait des études, puisqu'on parle de ce type de population, vous êtes en évolution de responsabilité, en évolution de salaire, et puis aux alentours de 45 ans, vous avez atteint votre maximum de compétences, et puis il y a un effet croisé qui vient là-dedans. L'entreprise aujourd'hui, elle a ses contraintes, et l'expérience montre que le cadre supérieur ou dirigeant peut être, si j'ose dire, en risque de perdre son job. C'est une nouvelle donne. Ça ne doit pas effrayer, parce qu'aujourd'hui, en 2020, c'est plus un problème de perdre son job, mais force est de constater que c'est quelque chose qui est anxiogène et qui est vécu très difficilement par la plupart des gens. Et donc, nous, on trouve que c'est un sujet important, parce que dans notre métier du management de transition, justement, on propose une alternative possible à ce virage de carrière qui arrive parfois, mais peu souvent choisi, et malheureusement la plupart du temps subi. Donc pour vous, ce pivot, c'est vraiment une opportunité de réinventer une seconde partie de carrière. C'est l'occasion de changer aussi, peut-être ? Ce pivot, c'est un fait. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, je dirais en 2020, normalement, ça devrait arriver à chaque cadre supérieur ou dirigeant. Si on croit que ça ne va pas arriver, c'est qu'on met un petit mouchoir sur les faits, et qu'en plus, on ne s'y prépare pas. Donc, c'est toujours pareil. Soit c'est subi, soit c'est une opportunité. Moi, je préfère croire que c'est une opportunité, parce qu'à partir du moment où ça va m'arriver, moi, en tant que cadre supérieur ou cadre dirigeant, et d'ailleurs, ça m'est arrivé par 2 fois dans une vie antérieure avant de créer Widen, c'est peut-être ça qui m'a donné l'impulsion aussi, je préfère le prendre comme une opportunité. Mais pour pouvoir le prendre comme une opportunité, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faut s'y préparer. Mais s'y préparer, ça veut dire être prêt à affronter un changement, un virage. Mais oui, absolument, on est complètement d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui,
Alors on va focuser sur la vie professionnelle, elle est faite de changements. Toute la vie est faite de changements. Donc les changements, soit on les ignore et on les subit, soit on les prend, on les réalise, on les prend en main et puis on les anticipe. Et donc, comme vous dites, on s'y prépare. Si je sais que ça doit m'arriver, il existe des techniques, il existe des postures, il existe de façons de réagir dans l'entreprise et surtout ailleurs pour pouvoir faire en sorte que le jour où ça m'arrive, j'ai déjà intégré ce paramètre, j'ai déjà des scénarios que j'ai déroulés et je sais comment rebondir et c'est une manière d'éviter la surprise. Et un deuil, puisque, comme vous savez, tout changement génère ce qu'on appelle une courbe de deuil. Et la courbe de deuil, elle a été décrite très précisément par des scientifiques. C'est un processus qui passe toujours par le refus, la colère, la peur, la tristesse. Et ensuite, seulement, on peut reconstruire et se projeter sur l'avenir et en faire, comme vous disiez, une opportunité. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez vous-même vécu des changements un peu importants, même des virages dans votre vie professionnelle, et vous parlez de l'importance de s'y préparer. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils concrets pour se préparer justement à ces changements-là, donc l'anticiper, ou en tout cas l'accepter, et même l'embrasser, de manière à faire en sorte que cette deuxième partie de carrière soit une réussite et même un véritable épanouissement? L'expérience que j'en retiens, elle est la suivante. La première fois en 2008, ça a été un choc. Je ne savais pas encore que c'était peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Et ce que j'en ai retiré a posteriori, c'est que j'ai constaté que, je le dirais comme ça, dehors, il ne fait pas si froid. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'entreprise, vous voyez tout du prisme de votre entreprise, vos collègues, l'activité, les concurrents, et finalement, c'est un peu comme si vous avez la tête dans le guidon quand vous êtes en train de pédaler sur un vélo, vous ne voyez pas tout le paysage. Et pourtant, le monde est grand. Je vous donne un exemple. En quittant ce groupe qui s'appelle Alten, que peut-être certains connaissent, après 10 ans, je rebondis dans les mêmes secteurs d'activité et je m'occupais en particulier de grands comptes et chez un grand compte du domaine de la banque. J'ai réalisé ça parce que pendant 2 ans, je n'ai quasiment pas vu ce groupe dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans. C'est pour vous dire que le monde est grand. Il existe d'autres terrains, d'autres écosystèmes où on peut évoluer. La deuxième fois où j'ai vécu ça, l'enseignement que j'en ai tiré, alors c'est dans une plus petite entreprise, mais l'effet et la courbe de deuil générée la même, c'est peut-être ce qui m'a permis de créer Widen, c'est-à-dire que ce que je me suis dit, c'est je ne remettrai plus jamais mon avenir à quelqu'un d'autre que moi. Voilà, je suis maître de mon avenir et je n'accepte pas, mais ça c'est très personnel, que quelqu'un décide pour moi de mes choix, on va dire, stratégiques ou tactiques qui font que je construis mon parcours personnel. En gros, je souhaite et je suis devenu un homme libre. Et pour répondre à votre deuxième partie de question, quels conseils vous donneriez? Alors c'est difficile comme ça de faire toute une liste à l'après-vert des conseils parce qu'il y en a tellement. Et puis les mettre en œuvre, ça c'est difficile aussi. Néanmoins, si j'avais une chose à dire, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, pour le cadre supérieur ou dirigeant, peut-être pour tous d'ailleurs, la vraie assurance chômage, c'est d'avoir anticipé les choses en ayant, j'aime pas ce mot-là, mais je vais dire en ayant créé son réseau. J'aime pas ce mot-là parce que, le mot réseau, j'aime pas ce mot-là parce que je considère qu'à partir du moment où on le prononce, c'est qu'on n'en a pas. Et il y a des gens qui connaissent beaucoup de monde et le réseau, il fait sens à partir du moment où vous êtes connu par beaucoup de monde. Et en fait, ça se crée petit à petit, un peu tous les jours. Il y a un homme qui a écrit une réflexion magnifique qui s'appelle Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui a dit de la même manière que l'entreprise, pour garder son avantage concurrentiel, doit investir chaque année 5% en R&D,
pour pas perdre la main par rapport à la mondialisation, la concurrence, l'individu, et en l'occurrence le cadre supérieur ou le cadre dirigeant chez nous, il doit investir systématiquement 5 à 10% de son temps à rencontrer d'autres personnes. Et ce qui est important, c'est de rencontrer des personnes en dehors de son écosystème. Évidemment, les gens de votre écosystème, vous les connaissez, et puis ils recherchent la même chose que vous. Donc voilà, ça c'est peut-être l'élément le plus important. Alors comment ça se fait ? Je crois que c'est pareil. Vouloir créer un réseau, ça ne marche pas parce qu'à partir du moment où on dit qu'on veut créer un réseau, on pense tactique et on pense à en tirer quelque chose. Le réseau, ça ne marche que quand il se crée en soi par l'interface d'homme entre hommes. En gros, je pense qu'il faut être généreux. Voilà. Le réseau ne fonctionne que si, en permanence, un petit peu, vous rencontrez du monde, vous vous intéressez aux autres, et puis surtout, vous leur apportez. Faites ce test. Au lieu d'arriver devant quelqu'un en pensant tactiquement qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter aujourd'hui ou demain, et est-ce que je le rencontre ou pas, rencontrez-le et demandez-lui de but en blanc qu'est-ce que je peux vous apporter ? Comment je peux vous aider ? Et vous allez être surpris des réactions et de la richesse et de l'effet vertueux que vous allez en tirer. C'est une logique de service en fait. On passe à une logique de service. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, en 2020 et de manière mondiale, on est dans une logique de service à partir du moment où on interface d'homme à homme parce que on est sur un trend où les machines vont prendre le relais de l'homme, que ce soit pour fabriquer ou même bientôt peut-être pour réfléchir. La valeur ajoutée, elle s'interface entre les hommes et entre les soft skills. Les managers de transition que l'on rencontre, je vais prendre l'exemple des candidats pour donner un panel assez ouvert de la typologie des personnes qu'on rencontre. Je vais passer sur le niveau d'expérience. C'est tous des gens qui ont entre 45 et la soixantaine, voilà, qui ont une grosse expérience, qui ont eu des fonctions opérationnelles, managériales, de dirigeants. Voilà. Ce qui va les différencier, on va dire, par rapport au métier du management de transition, c'est d'abord, il va y avoir un tiers, c'est des managers de métier. Voilà, c'est des gens qui font ça depuis plusieurs années, ils sont rompus, ils ont confiance en eux, ils savent qu'après une mission, ils vont retrouver une autre mission. Ils entretiennent d'ailleurs leurs contacts dans ce sens-là, avec si j'ose dire, des providers comme nous, comme Wayden, et ils ne font que ça. Et puis ensuite, il va y avoir une partie des personnes qu'on rencontre qui sont voilà, des cadres supérieurs, des dirigeants qui sont, j'allais dire, qui sont entre deux jobs. C'est-à-dire qu'ils ont toute une première partie de carrière avec de la diversité, avec plein de choses, etc. Et puis, à un moment donné, ils se retrouvent pour X ou Y raison entre deux. Et pourquoi pas faire une mission, pourquoi pas marcher en mode projet. Ça les attire beaucoup parce que justement, ils n'ont plus envie de faire de la politique. Voilà, ils savent comment ça marche, ils ont beaucoup souffert. La plupart, d'ailleurs, c'est la grande soupape de décompression quand ils quittent leur entreprise. Et ils ont vraiment envie de s'investir sur la valeur ajoutée pure et pas le fichier Excel à faire pour anticiper le coup qui va venir le lundi matin dans le comité de direction. Je vais revenir sur cette catégorie de managers qui est intéressante, mais je vais juste finir en parlant de la troisième partie. La troisième partie, c'est les gens qu'on ne va pas sélectionner chez Wayden, parce que c'est des gens qui sont restés dans le statut et qui, j'allais dire, malheureusement, et c'est triste, et c'est malheureux, il y en a, et je sais que c'est très très dur, ils ont tellement peur du vide qu'ils veulent absolument se coller une étiquette. C'est très important le samedi soir pour parler à leurs amis dans leur dîner. C'est très important le dimanche midi en famille autour du poulet, de pouvoir dire qu'on est quelque chose. Et aujourd'hui, la solution de facilité, parce que c'est la mode, c'est dire qu'on est manager de transition. En gros, ça veut dire... c'est un peu le consultant d'il y a 15 ans. Voilà. C'est un peu plus opérationnel, donc c'est plus revigorant, si j'ose dire. Mais voilà, ceux-là, malheureusement, chez Wayden, on les exfiltre parce que le management de transition, c'est un vrai métier
et ça demande des qualités, des soft skills qui sont pointues, et il faut être robuste et solide, et ça ne peut pas être réalisé en fragilité. Au fond, ce qu'on constate, l'expérience montre que les bons managers de transition, les vrais managers de transition, ce sont des personnes qui sont passées d'une logique de statut à une logique de contribution. J'ai toujours cet exemple en tête. Vous savez, dans les entretiens candidats, on rencontre les gens, on a leur CV. Sur leur CV, il y a l'adresse. Voilà. Et c'est très important pour certains de donner leur carte de visite. Voilà. Le statut en France passe par la carte de visite. Puis souvent, sur la carte de visite, il y a marqué juste votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone. Voilà. Je pense qu'on est en 2020. Le statut, c'est fini. Les entreprises cherchent des gens dans la contribution. Et voilà. Donc j'entends bien tous les avantages que les managers ont à gagner à tout ça, mais quid des entreprises ? Qu'est-ce qu'elles ont à gagner de ce changement de paradigme qui s'opère au sein des managers ? Pour répondre à votre question, l'entreprise est donc une somme de managers, une somme d'individus. Donc les mêmes règles s'appliquent à l'entreprise. C'est-à-dire que si on remonte au niveau de l'entreprise, l'entreprise, alors on ne va pas faire un cours de stratégie, mais elle doit anticiper ses clients, ses fournisseurs. Et ça se fait par l'intuitu personné en one-to-one entre les personnes en interface dans l'entreprise avec les écosystèmes extérieurs, qu'ils soient clients ou fournisseurs. Et c'est aussi, je pense, de la part de l'entreprise de peut-être gagner en souplesse organisationnelle, de ne pas être que dans une logique de recrutement permanent, mais d'être dans une logique de recrutement de freelance ou de manager de transition. On va dire aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation, c'est-à-dire qu'elles recherchent la meilleure organisation possible pour pouvoir créer de la valeur et se développer, et pour pouvoir s'adapter à tous les changements qui arrivent aujourd'hui, que ce soit avec les nouvelles technologies, nouvelles méthodes de travail, etc. etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place aujourd'hui dans les entreprises pour des gens qui seraient en stand-by d'un projet. Voilà, on le voit bien, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le management de transition, nous avons beaucoup de candidats dans nos bases. Et effectivement, l'entreprise aujourd'hui, elle a la possibilité, au travers de notre métier, de pouvoir, à un moment donné, quand elle le juge opportun, intégrer dans ses équipes pour un moment précis et terminé, et fini, un moment fini, un homme cadre supérieur ou dirigeant, spécialisé, un expert chevronné, qui est capable de prendre en main une situation opérationnelle et managériale pour justement accompagner et faire franchir à l'entreprise le cap qu'elle souhaite franchir. C'est ça notre mission. Tout le monde a à y gagner, en fait. C'est plus de flexibilité du marché de l'emploi globalement, plus de souplesse, plus de... Je pense effectivement que tout le monde a y gagné. Je pense aujourd'hui qu'on en est encore au démarrage, que ça va se déployer. Regardez d'ailleurs des cultures qui sont avancées par rapport à nous sur ce mode de travail, qui sont tout simplement les cultures anglo-saxonnes, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Si vous voulez, il y a un moment donné, il y a un fossé entre je défends la sécurité de mon emploi et finalement on arrive à la totale liberté, plus personne n'a de sécurité, mais en fait le marché s'autorégule parce que justement tout le monde est mobile et tout le monde passe les courbes de deuil rapidement, et je retrouve mon emploi et j'ai confiance, etc. Plus d'agilité en fait. Exactement, plus d'agilité. Voilà, je pense que le message est passé. Merci pour ce premier épisode. Merci Benoît pour votre intervention. Et à bientôt avec un nouvel épisode de Widen Podcast.